Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Sid, accompagné de Kira. Comment vas-tu, mon cher Kira, cette semaine ? Bonjour à tous, bonjour Sid. Bah écoute, moi ça va très bien. J'ai passé une bonne semaine. J'ai reçu mon Zelda que j'attendais depuis son annonce depuis fort longtemps. Et je suis pour l'instant conquis. J'ai déjà pas mal joué. J'ai mis la pièce dans Monster Hunter Rise que j'ai testé hier soir avec une pote. C'était plutôt cool. Après, j'avoue que c'est cool, mais sans plus. Donc j'attends de voir un petit peu. Je trouve ça un peu dense au niveau des mécaniques. Donc à voir ce que ça va donner sur le long terme. J'attends surtout le nouveau, mais c'est en fait histoire de voir ce que ça donnait. Et j'ai bien sûr fini Darksider, enfin, qui était très cool. Je te rappelle la série Dahmer que j'avais chroniquée il y a excellente série, un peu glauque. Un peu beaucoup glauque. Et ben là, la saison 2 est sortie avec les frères Menendez, que j'ai mangé en une semaine. Et pareil, toujours aussi glauque, mais très intéressant et surtout complètement différent de la série Dahmer. Donc je la recommande malgré tout. Ça reste un grand cru, hein, clairement. Et toi, qu'est-ce que tu as fait de ta semaine ? Et ben moi, je suis sur The Messenger, donc par le studio Sabotage. Donc je m'amuse vraiment beaucoup sur ce jeu avec sur ma Steam Deck et aussi Slay the Spire toujours sur iOS. Donc là en ce moment le catalogue Apple Arcade est vraiment en train de s'étoffer avec des trucs assez cool. Donc voilà, ça m'a remis un petit peu au jeu mobile, tu vois, dans les transports. Ouais, carrément. Ça, c'est toujours un petit peu sympa. Et pour te rejoindre sur Monster Hunter Rise, j'avais retenté aussi, je me suis relancé, mais la mayonnaise n'a pas pris à cause de la rigidité du gameplay. En effet, les mécaniques qui sont denses, un peu complexes. C'est rigide. Donc ouais, c'est rigide. Donc vraiment, j'attends le prochain par contre. Ouais, comme le Messi, c'est une de mes plus grosses attentes de l'année prochaine. Mais j'ai fait l'impasse pour l'instant sur Monster Hunter, sachant que le prochain a l'air beaucoup plus dynamique avec la monture et tout. Donc ça va être carrément cool. Bah, j'envoie une bouteille à la mer aux auditeurs, parce que j'ai les deux, j'ai le World et le Rise. J'ai lancé le Rise parce que c'est le dernier qui est sorti, a priori, d'après ce que j'ai vu sur les fiches PlayStation. Mais est-ce qu'en fait le World serait peut-être mieux ? Donc si vous avez des conseils à me donner, si je dois rester sur le Rise ou peut-être lancer le World, ça pourrait être cool, parce que pour l'instant je sais pas si vraiment je vais continuer. On s'est bien marré, mais le personnage est quand même très très rigide, quoi. Est-ce que tu peux nous dire quel sera le programme de l'émission, cher Kira ? Bien sûr, alors cette semaine on va débriefer le State of Play qui est arrivé cette semaine. Derrière ça sera le test d'Astrobot. Et en sujet hors sujet, je vais vous faire la chronique de Beetlejuice qui est sorti au cinéma le 11 septembre dernier. Le film s'appelle vraiment Beetlejuice. Tout à fait. Et je pense que s'ils font un 3, ça sera Beetlejuice et Beetlejuice. C'est tout aussi original que Beetlejuice 2 ou 3. Ouais. Avec Tim Burton, on n'est pas à l'abri de l'originalité. Eh bien, écoute, je te propose qu'on attaque. Petit générique et en avant pour le State of Play. Juste avant le petit générique, quand même, un petit point pour... on n'a plus l'habitude de le faire, ça forcément. Ouais, c'est vrai. Donc vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à liker, à partager bien sûr les épisodes. On a eu pas mal de retours à 4 ou 5 étoiles dernièrement, donc c'est très gentil avec vos commentaires. N'hésitez pas également, le formulaire sur le site web, on apprécie beaucoup, et comme ça ça nous permet de partager les passions, puis on pourra vous citer en épisode. Après ce faux départ, c'est le générique pour de vrai. Tu as bien fait, ouais, exactement. Surtout les 5 étoiles, hein, n'oubliez pas, c'est ça qui nous fait du bien. Donc merci, et puis merci Kira, générique, allez, on y va. of Play de fin septembre 2024, donc on s'en doutait qu'il allait arriver tôt ou tard. Oui. Donc une petite présentation avec une vingtaine de jeux au programme. Déjà pour commencer, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce State of Play ? Qu'as-tu pensé de présentation de manière générale ? Ouais, sans trop rentrer du coup dans le contenu. C'est le format, il y a plus trop de surprises. Ce que j'ai apprécié, c'est d'avoir vu des têtes. Hein. On a vu du monde, on a vu Marc Cerny, on a vu
chargé des jeux ou des marketing, je ne sais plus. Il y avait aussi un boss de chez Square. Donc on a vu des visages. Ça, c'était plutôt sympa. Le contenu, donc une vingtaine de jeux, comme tu l'as dit, assez diversifiés, comme ils ont eu l'habitude de nous voilà, comme on a l'habitude de voir, ouais, exactement. Et je trouve que c'est un format qui ressemble de plus en plus au Nintendo Direct dont tout le monde se moquait, hein, les Nintendo Direct quand ils les ont lancés. Mais moi c'est ce que j'aime sur ces conférences, c'est qu'elles sont assez ramassées, pas très longues, et surtout on a des jeux maintenant à court terme. Et ça c'est toujours moi ce que je dis, c'est ce que je plébiscite, c'est de pas avoir de trop grosses promesses, des trucs trop annoncés à l'avance. Coucou The Elder Scrolls 6 par exemple. Fable. Oui, Fable. Enfin, ça, je trouve que finalement, dans le monde d'aujourd'hui où l'internet va très vite, où on passe très vite à autre chose, je pense qu'il faut rester vraiment à une vision court-termiste du jeu vidéo pour pas trop mettre la pression aux développeurs, pour pas se surhyper pour un truc qui arrivera finalement ou qui sera reporté, etc. Donc plutôt bien. On parlera du One More Thing évidemment qui voilà m'a forcément beaucoup hypé et je suis chaud bouillant. Mais voilà, un petit PS5 Pro un peu timide. On attendait de voir justement qu'est-ce qu'ils allaient faire avec la PS5 Pro et un petit peu de hardware. Donc voilà. Donc globalement, pas surpris, satisfait et un beau One More Thing. Je suis plus ou moins pareil, avec malgré tout une légère déception. C'est vrai qu'ils ont annoncé une PlayStation 5 Pro, mais au final, pas vraiment de titre qui pourrait, on va dire, bénéficier de cette nouvelle architecture, et surtout qui pourrait mettre en avant cette architecture. Moi, je m'attendais vraiment à un gros truc, au moins on va dire un petit bonbon à manger. Non, c'était vraiment un state of play, certes de qualité, mais on va dire qui ronronné, quoi. Il n'y avait pas de grosses de grosses, à part le One More Thing de fin, mais il n'y avait pas de grosses surprises. On s'attendait à un gros truc à la fin, on l'a eu. On s'attendait à des jeux divers, on l'a eu. Là où je suis quand même un peu content, c'est qu'on va avoir un accent mis sur le PlayStation VR 2, ce qui n'était pas le cas sur les derniers, avec de nouvelles, avec de très bons jeux. Alors j'espère que c'est des jeux et pas juste des expériences, mais en tout cas c'est cool. Ça veut dire que Sony n'a pas oublié son accessoire. Mais voilà, c'était, disons que c'était bien, mais sans plus, en tout cas pour moi. J'ai trouvé cool, c'est qu'il commence par Astrobot, hein, c'est quand même le 30e anniversaire de la marque PlayStation, c'est le pour jeu, donner le sourire et voilà, tout. C'est le jeu du moment. Ils annoncent un DLC gratuit en plus qui est plutôt cool, un DLC qui va t'intéresser aussi parce qu'il y a un mode speedrun. Ouais. Donc avec des nouveaux bots, donc ça j'ai pensé à toi direct en tout cas là-dessus. Donc ça c'est cool, j'ai trouvé que c'était une bonne entrée en matière. Mais moi derrière, ce qui m'a vraiment plu, c'est la deuxième bande-annonce qu'on a eu juste dernière qui s'appelle The Midnight Walk. Donc pour moi c'est quand même la révélation du state of play avec le jeu de la fin, cette ambiance, ce design, ce comment dire, ce côté très glauque, un peu en stop motion, univers burtonien, c'est totalement ma came, et je sais que, enfin en tout cas j'ai été subjugué par cette il y a eu pas mal de jeux, donc je veux pas tous les citer, hein, parce que concrètement c'est quand même assez dense, mais certains jeux ont quand même le mérite de sortir du lot. Hell is Us par exemple a l'air sympathique. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cet extrait ? Alors, c'était lequel, celui-ci ? Il m'a pas parlé. C'est un espèce de TPS, en fait, et le côté, c'est qu'il va avoir une ambiance à la fois futuriste, à la fois avec des espèces d'ennemis blancs tout bizarres. Enfin, c'est pareil, il y a une patte graphique assez particulière. Ça a l'air d'être un peu un Souls-like, mais avec des armes. Eh ben écoute, je crois que je l'ai déjà oublié, mais maintenant, mais maintenant que tu me parles de Souls-like, je me suis fait la remarque pour un jeu, ça doit être celui-ci. Je me suis dit encore un Souls-like, et en fait, je crois que je suis arrivé à un niveau de saturation sur les jeux qui sont comme ça. Alors peut-être que c'est vraiment que moi, hein, mais on en a vraiment mangé à toutes les sauces ces derniers temps, et je crois que je peux plus les voir en peinture, les Souls-like. J'ai besoin maintenant aujourd'hui, tu vois, plus d'expérience simple, classique, à la Astrobot par exemple, c'est un excellent exemple, tu vois, qui m'a donné un peu de vent de fraîcheur sur le jeu actuel. Mais oui, du coup, je me souviens, et je me t'ai fait cette remarque, encore un Souls-like, et là, tu vois, non, moi je crois que j'en ai soupé, comme on dit. En fait, c'est la direction artistique est très jolie, et c'est quand j'ai vu le gameplay, je me suis dit bon, c'est un gameplay un peu générique à la Souls, et là on est en train de payer un peu le succès d'Elden Ring et des Souls juste avant, parce que les jeux qui mettent 3-4 ans à développer, ils sortent en ce moment en fait, donc je pense que du Souls-like on va en manger à l'appel, parce qu'on a eu plusieurs jeux dans ce style-là en tout cas, et voilà, ça c'est bon, on aime, on n'aime pas, je sais que c'est un jeu qui est quand même, enfin un style qui est quand même assez clivant, mais ça a le mérite d'avoir une DA originale, on s'éloigne de la Dark Fantasy habituelle, quoi.
classique, ouais. J'ai vu l'annonce d'un nouveau métro, j'étais chaud. Ouais, putain, tu trop bien, adores un nouveau cette métro. licence. Oh, mais j'adore vraiment cette licence. D'ailleurs, j'avais prévu de faire une petite rétrospective dans l'année, donc on va voir l'année prochaine, bien sûr. On va voir si j'ai le temps. Et bon, j'ai vu que c'était en VR, donc forcément, j'étais un peu plus. Ça t'a calmé net. Ouais. En tout cas, ça m'a calmé net. Mais c'est vrai que bon, bah, ça a l'air cool. L'ambiance a l'air d'être là, et c'est cool de voir du jeu VR, en tout cas là-dessus. Derrière, il y avait le jeu, tu sais, Archiage. Je sais pas si ça se dit comme ça. Archiage. Bon, bref, avec Arcade Chronicle. Voilà, on va le faire comme ça. Ça, pareil, ça a l'air d'être un jeu Heroic Fantasy basé sur la coop. En tout cas, on m'a dit que c'était un spin-off d'un MMO qui est assez connu, que je ne connais absolument pas. Donc je me suis dit pourquoi pas, mais le gameplay m'a pas emballé plus que ça, en tout cas. Je pense que la Lunar Remaster Collection, toi, doit t'intéresser. Oui, tout à fait. Ça, on est dans du JRPG classique à la sauce des Suikoden et autres joyeusetés. Donc le Lunar, en effet, ça me tente bien. Remaster Collection. Je crois que ça fait 25 ans que ce jeu est sorti. Ça fait partie des grands classiques de la PlayStation à l'époque. Juste un petit peu déçu sur l'aspect graphique. Je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose, tu sais, comme on a l'habitude maintenant de la 2D HD, un peu plus soigné comme la Dragon Quest, mais le Dragon Quest remake là, remaster qui sort bientôt. Mais c'est vrai que ça c'est cool, on retrouve la compile. Enfin ça c'est ma cam. En effet, t'as raison. Grosse durée de vie en plus sur ces jeux, donc ouais. Pour les fans de JRPG, Lunar. C'est cool de voir ressortir des vieux jeux comme ça pour pouvoir y jouer dans les meilleures conditions. Mais c'est vrai que le remaster est quand même a l'air un peu paresseux. Hein, faut dire ce qui est. Ouais, exactement. C'est ça. Il a l'air un peu paresseux, mais il est plutôt cool avec en plus. Dedans, il y a des passages en animation, en animé, en manga qui sont vraiment très belles. Donc ouais, je suis assez chaud. Il y a le 1 et le 2 du coup qui sont dans cette compilation. C'est le genre de jeu à jouer sur Portal, je pense. Sur un petit écran que tu peux transporter partout et tout, ça peut être cool. Printemps 2025. Ouais, il y a un peu le temps. Il y a eu la bande-annonce du Sonic. Toi qui aimes Sonic et qui est fan de Sonic, qu'est-ce que t'en as pensé, le Sonic X Shadow Generation? Eh ben, content de voir Shadow, justement, un personnage que j'aime bien, c'est le Sonic un peu dark, avec Sonic noir. Ses poils noirs et rouges, avec sa petite crête rouge et tout, enfin vraiment très cool. Jolie, belle DA, assez sombre du coup, bien dynamique comme on aime. En plus, c'est un peu ce que je disais au début, tu sais, le jeu il va sortir le 12 décembre, donc bientôt. Donc pareil, tu vois, ça fait un petit effet, c'est très cool. Donc ouais, je suis content. Ça, c'est une annonce qui m'a bien plu. Surtout que le bon plan, c'est que le film Sonic 3 donc intègre Shadow et le film sortira en début d'année de mémoire. Donc ça va se suivre. Donc ça peut être un moyen de faire une bonne opération. Ils veulent faire le lien avec Sonic 3 justement. Donc c'est l'occasion. Bon, moi mon petit bonbon à moi, c'était le DLC de Tortue Ninja Shadow Revenge. Je pensais que tu avais parlé d'Alan Wake. J'en parlerai après. Là, je fais dans l'ordre vraiment de la conf. Mais c'est vrai, quand j'ai vu TMNT revenir, là forcément j'étais tout happy. Derrière, donc toi, Fantasia Neo, je pense qu'il va t'intéresser celui-ci. Moi, je t'avoue, il me botte pas du tout. Ça a l'air d'être ton design en tout cas. Et oui, tu l'as dit. Donc c'est à cette occasion d'ailleurs, je disais un grand ponte de Square Enix que l'on a vu à la conférence. C'était ni plus ni moins Hironobu Sakaguchi, donc le papa des Final Fantasy. C'est pas Joe rigolo. Non, c'est vraiment le taulier, c'est le patron. Je pense que sans lui, je ne serais pas ici à parler de jeux vidéo parce que Final Fantasy, c'est la licence qui m'a forgé. Et il s'est lancé du coup dans des projets solo en dehors de Square Enix et il avait fait Fantasian qui était une exclue Apple pour le Apple Arcade justement. J'en ai déjà parlé à plein d'occasions et là ils ressortent du coup les deux jeux compilés en un seul sur toutes les plateformes. Et oui, c'est canon, c'est magnifique. Tous les décors, tu sais, ils sont faits à la main, en maquette et tout, des dioramas magnifiques. C'est vrai que la DA est très très particulière et ça donne, je trouve, un vent de fraîcheur dans le côté un peu JRPG ou même le côté japonais du jeu vidéo. En fait, on a malgré tout, même si on a toujours ces personnages avec des coiffures improbables et des looks improbables, mais on se retrouve avec un design en fait qui n'est pas spécialement ni manga ni photoréaliste, un peu entre les deux. Et c'est vrai que c'est intriguant. Et ma seule petite déception vis-à-vis de ce jeu, c'est pas une déception qui va m'impacter moi, parce que le jeu est entièrement en anglais, il y aura pas de localisation VF. Ah, ils le traduisent pas? Non, ils le traduisent pas, mais je trouve que je vais le faire quand même, ça va pas me gêner, mais c'est dommage en termes d'accessibilité pour les non-anglophones, parce qu'ils passent à côté d'un jeu qui est vraiment excellent.
dans le gameplay, dans ce qu'il a raconté. C'est un très très bon jeu, vraiment. On retrouve vraiment la patte de Sakaguchi. Et c'est pour moi justement, quand il a volé de ses propres ailes, ça fait partie des personnes qui ont réussi quand ils se sont lancés en solo via Fantasian justement. Et voilà, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, malheureusement, vous serez privé de ce jeu parce qu'il n'y a pas de localisation en français. Et voilà, ça c'est ma déception. Et alors je vais pas parler de Dragon Age The Vieille Garde, ça a l'air joli. Merci. Mais sans plus, je suis pas spécialement... Moi non plus, rien à dire là-dessus. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. En revanche, juste derrière, donc on a eu Hitman, donc je fais cool en VR, je fais ah merde. Mais cool quand même pour les amateurs de VR. Je l'ai eu 2 fois, donc trop cool pour les amateurs de VR en tout cas. Un jeu Hitman en VR, mais oui, carrément, c'est totalement le mood en fait, de pouvoir justement déambuler dans des salles avec plein de PNJ et de pouvoir gérer ses assassinats comme on veut. C'est un sens, et ils auraient dû même le sortir depuis longtemps, donc c'est très cool. C'est vrai que je connais 2-3 personnes qui sont fans de VR et qui ont un PlayStation VR 2, et là c'est cool parce qu'il leur donne enfin du bonbon quoi. Et encore une fois, ça reste des grosses licences. On passe de Metro, là on arrive à Hitman, je sais qu'ils avaient annoncé un Alien juste avant, donc c'est cool quand même. Ça reste le VR, ça reste, il y a un petit peu du de jeu contenu. De niche, mais il y a du contenu, et ça je tiens vraiment à saluer par rapport voilà, par rapport à Sony. Juste derrière, on a eu l'extension d'Alan Wake, crossover avec Control. On a vu le petit logo du bureau de Control au début. Donc voilà quoi. Moi je suis le Remedy Universe est en cours. Voilà, c'est pour moi. J'ai pas encore fait le premier DLC. J'attendais que les 2 soient dispo pour les faire, donc je ferai les 2 DLC dès la sortie, bien sûr. Ça va être l'occasion, mais j'ai déjà beaucoup de jeux à jouer en fait. C'est le problème. Là, on arrive dans le dur. Alan Wake, Remedy, t'as pas le choix quoi. Ah oui, c'est clair, ça fait partie de mon truc. Un autre petit bonbon revient du passé, Legacy of Kain, Soul Reaver, la compile remaster qui sort, fait par le même studio qui a fait d'ailleurs la compile Tomb Raider. Alors moi je sais que j'aime beaucoup le personnage de Raziel, je suis pas fan des Soul Reaver, moi je préférais les Blue Domain, tu sais, la saga antagoniste de Legacy of Kain. J'aurais aimé voir justement Blue Domain 2 par exemple. En tout cas, je pense que ça c'est peut-être plus un jeu pour toi. Je sais que le gameplay à la Tomb Raider 1 te plaît et l'univers aussi, donc c'est peut-être plus un jeu qui te conviendrait en tout cas. C'était carrément pour moi, mais je trouve vraiment le remaster feignant quoi. Ouais, c'est feignant, j'ai vraiment l'impression, ça ressemble au remaster de le jeu là avec la nana et le cochon. Comment il s'appelle ce jeu que tu adores? Voilà, Beyond Good and Evil. Pour moi, c'est la même qualité de remaster. J'ai l'impression de jouer à un jeu PS1 quoi. Et donc ouais, je suis un peu déçu par le remaster, j'avoue. Mais je le ferai peut-être. Mais franchement, c'est pas beau quoi. C'est resté pas beau même remasterisé quoi. Est-ce qu'ils ont fait un remaster pour annoncer éventuellement d'autres jeux par la suite? C'est ce que j'espère, en tout cas mon côté optimiste a envie de ça. Pourquoi pas un retour de cette vieille saga, cette vieille licence. Ça a souhaité, parce que belle saga. Je serais vraiment emballé en tout cas. Derrière, on a eu une bande-annonce de Dynasty Warrior Origins, et moi qui suis pas trop mousseau, ça me tente. Je trouve ça super joli et l'ambiance a l'air cool en tout cas, donc je vais passer assez vite là-dessus. Le gros morceau Monster Hunter Wild, la bande-annonce Monster Hunter Wild, la bande-annonce m'a fait me casser la mâchoire. C'est juste magnifique. Les monstres ont une pure gueule. À voir ce que ça va donner au niveau du gameplay en tout cas, mais c'est le jeu qui m'a donné envie de lancer l'aventure. Donc je pense que tu es comme moi. On en a parlé tout à l'heure en tout cas. Donc encore une fois, on voit la force de Capcom quand même quand ils mettent les petits... Alors ensuite, remaster inutile encore une fois, Horizon Zero Dawn. Donc un petit remaster d'un jeu qui tourne très très bien sur PlayStation 5, avait fuité juste avant et a été montré en détail. Bon, voilà quoi, pour les gens que ça intéresse, pourquoi pas. A priori, le jeu sort à 49,99€, 10€ si on veut l'upgrade pour les gens qui possèdent déjà le jeu. Là où c'est un peu abusé, c'est que le jeu était disponible à 19,99€ sur le PSN et du coup ils l'ont passé à 40€. Donc c'est pour vendre forcément le nouveau. Mais bon, voilà, ça m'a pas emballé plus que ça. Toi, en revanche, il y a plus le Lego Horizon qui va t'intéresser. On a vu un petit peu plus de gameplay là-dessus. Ouais, Lego Horizon, carrément. Moi, j'aime bien la saga Lego. Mais pareil, t'as cité, c'est bien que ça s'enchaînait Soul River et Horizon, parce que pareil, c'est 2 leaks qu'il y a eu qui ont un peu cassé la surprise. Ouais, pour Soul River, tu vois, c'est dommage. Pour Horizon, pareil, c'est dommage parce que ça a fait beaucoup parler avant la sortie, avant l'annonce. Donc voilà, c'est deux choses qui ont un petit peu cassé, je trouve, la conférence.
parce que c'était quand même 2 annonces majeures qui ont été un peu éclipsées par les fuites, et ça c'est dommage. Je voulais que tu me parles d'un truc, parce que je sens que ça, à mon avis, toi, t'as dû partir, t'as dû crier, je pense, devant ton écran. Le crossover Stellar Blade Nier Automata. Oui. Donc quand c'est tombé, je me suis dit ok. Mais du coup, c'est le même univers. Est-ce que enfin, on va dire, ce crossover peut se prêter? Est-ce que, à ton avis, c'est juste du DLC cosmétique? À ton avis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que c'est vrai que moi, c'est 2 licences différentes. Quand même. C'est 2 licences complètement différentes, mais finalement, je pense que Stellar Blade ne serait pas Stellar Blade sans Nier Automata. C'est deux licences qui ont énormément de similitudes dans leur monde post-apo, dans l'ambiance, même visuellement, les univers se ressemblent. Et on joue les personnages un peu aussi. Ouais, les personnages, on joue pas des robots, mais des cyborgs. Enfin, j'ai pas le nom qui me revient, mais des androïdes. Des androïdes, merci, c'est ça que je voulais dire. On joue des androïdes dans les 2 jeux, donc ouais, non, ça s'y prête carrément. C'est quelque chose que l'on attendait en tant que fan. Donc moi, je suis chaud bouillant. Donc DLC que je ferai tout de suite à sa sortie. Ça, c'est obligé. Mais je suis très content de cette annonce en tout cas. Ouais. Ah, je m'en suis douté quand je l'ai vu, je me suis dit, ça c'est pour toi. Ah, ça c'est pour moi. Et pour finir, le gros du gros, Ghost of Tsushima 2, donc c'est Ghost of Yotei, qui se passera donc 300 ans après les aventures du premier. Nouveau personnage jouable, ça a l'air magnifique, le perso a une bonne gueule en plus, moi j'aime beaucoup en tout cas. Ça sera Day One aussi, pour moi, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'ils annoncent du lourd, je pensais pas qu'ils allaient annoncer celui-ci, tu vois, j'aurais peut-être plus mis ma pièce sur peut-être un teaser de Wolverine qui avait déjà un peu fuité ou quoi. Je m'attendais pas à avoir vraiment du Ghost of Yotei. Je suis conquis. Ouais, je suis très très content. En plus, j'adore leur parti pris de jeu d'avoir abandonné entre guillemets Jin Sakai, qui a pour moi une magnifique conclusion. Ouais, j'ai adoré la fin de Ghost of Tsushima. Donc j'aurais presque pas voulu le voir revenir. Donc là, c'est bien qu'il fasse un Ghost of Yotei avec Erika Ichi à la motion capture. Et aussi, donc il y a ce parti pris de mettre cette héroïne-là, d'abandonner Jin Sakai, et en plus de mettre le jeu 300 ans plus tard, où il y aura certainement beaucoup plus d'armes à feu, dans une ambiance un petit peu différente, dans un Japon déchiré à cette époque-là. Donc ouais, ça va être hyper intéressant, ça va permettre de renouveler l'expérience grâce à l'héroïne et grâce au contexte qui est complètement différent. En fait, je trouve le parti pris de ce jeu extrêmement brillant dans ce qu'il a à proposer. Et tu vois, on est un peu dans ce que je disais. On nous l'annonce en grande pompe et il sort bientôt en 2025. Une si grosse licence comme ça qui est annoncée et qui arrive bientôt, je trouve que c'est un excellent move de la part de PlayStation. Et ça, c'est à leur crédit. Moi, j'aime bien, je te dis, les annonces qui sont courtes et hop, on sait qu'on y joue bientôt, quoi. C'est un excellent move. En plus, comme tu disais tout à l'heure, le fait de s'éloigner de Jin Sakai pour avoir donc le personnage de Atsu qui sera une Omabugeisha, ça se dit comme ça, Omabugeisha, ouais. Je ne connaissais pas du tout ce terme, donc j'étais un petit peu recherché sur internet, et c'est vrai que ça permet de voir, on va dire, un pendant, pas inversé, mais un pendant très différent du samouraï, avec une autre philosophie. Ouais. Et voilà, et c'est original, et bah oui, pourquoi pas faire une saga de jeux vidéo comme ça, qui se passe dans le Japon féodal, avec justement plusieurs protagonismes différents et des cultures différentes. Bah, c'est une super idée en soi. Ouais, et oui, bah, le jeu arrive l'année prochaine, c'est cool. J'ai pensé à ce pauvre Assassin's Creed qui a été décalé le lendemain et qui va sortir la même année, donc même si ça va être 2 styles de jeux différents, je l'accorde, mais le contexte va rester quand même plus ou moins similaire, et c'est vrai que c'est quand même violent, mais en tout cas pour les fans de Japon, c'est cool, parce que ça permet d'avoir du choix. Ouais, non, je pense que c'est bien. Moi, je fais pas partie de ceux qui pensent qu'ils vont se télescoper ou se marcher dessus les jeux, parce qu'il y a des propositions. Il y aura une comparaison forcément, mais ouais, il y aura une comparaison, et puis les contextes pour le coup sont vraiment différents, et c'est ça qui est très bien. Pour les fans du Japon, tu l'as dit, on sera gâtés. Et comme on dit dans le business, quand tu veux ouvrir un restaurant, faut mieux ouvrir un restaurant dans un endroit où il y a déjà plein de restaurants, parce que ça fait venir les gens, etc. Donc là, ça va donner une vraie hype autour de cet univers japonais qu'on aime tant. Donc je pense pas qu'ils se télescopent, je pense que les deux vont marcher, en tout cas je leur souhaite, mais là on parle vraiment de ce Ghost of Yotei, et ouais, j'adore la proposition, je trouve que c'est très très malin comme je disais, et j'ai hâte de découvrir cet univers, tu vois, qu'ils aient une proposition vraiment un petit peu différente de Ghost of Tsushima, et les 300 ans d'écart finalement entre les deux jeux nous laisse à penser qu'ils s'autorisent une marge de manœuvre pour peut-être continuer à développer Ghost of Tsushima. Donc
Donc ouais, il y aura du Ghost of Tsushima, je pense, il y aura du Ghost of Yotei et peut-être Ghost of autre chose. Enfin, vraiment cool. Bravo Sucker Donc Punch. oui, donc c'était un state of play sympathique qui révolutionnait pas grand-chose. J'aurais quand même aimé avoir un petit quelque chose un peu plus fort, on va dire, en termes d'exclusivité, ou au moins nous donner un peu une roadmap, même sans partir sur des projections trop lointaines, comme tu le disais tout à l'heure. Mais c'est vrai que là, on sent que ça ronronne, mais surtout, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a quand même énormément de remasters qui sortent de compil et de remaster qui sortent quand même encore une fois sur cette génération de consoles. Même si moi je suis client de ce genre de proposition, ça reste quand même un peu lourd et maintenant on aimerait bien avoir un peu de nouveauté quand même, tu vois, des petites choses à se mettre sous la dent, quoi, des petits bonbons en plus. Ouais, carrément. Après moi je reste très très client des remasters et des remakes, je crois que je pourrais jouer qu'à ça. Mais en effet, c'est bien d'avoir du sang neuf. Là, Ghost of Yotei, c'est très cool, ça donne un petit peu de. Et puis c'est cool, c'est une suite. Mais qui fait autre chose en fait. On n'a pas le même personnage, c'est pas le même contexte, c'est pas le même. Ça c'est bien, c'est vraiment. Même si on est sur une suite. Finalement. Oui, bah ça reste une saga, on va dire. C'est un nom différent. Ouais, voilà, c'est plus une saga qu'une suite finalement. Mais ils auraient pu faire de la facilité et puis capitaliser sur Jin Sakai. Ils sont partis sur autre chose et ça c'est très cool. Et ça, des prises de risques comme ça, j'aimerais en voir plus en fait. Et c'est quand même ce qui manquait un petit peu lors de cette conférence. Eh ben merci Kira pour ce petit state of play que tu nous as débriefé. On reste sur PlayStation, on l'a dit. Hein, cette semaine, on est pas mal focus sur eux. En même temps, c'est eux qui vampirisent un petit peu les actus de la rentrée. Je crois qu'on parle exclusivement de PlayStation. On m'a dit dans l'oreillette qu'il y avait eu un Xbox à parler au Tokyo Game Show. A priori, bon, ça on n'a pas trop entendu. Ils ont présenté des nouvelles manettes. Ah, et c'est vrai que d'ailleurs on l'a pas dit, mais au State of Play ils avaient présenté Chroma, tu sais, leur nouvelle collection, leur couleur, ouais, un peu pétrole, c'est comme on dit, où t'as des reflets, en fonction des reflets, t'as des couleurs qui... Ça change de couleur. Ouais, c'est assez rigolo. Mais bref, là on va parler du petit robot d'Astrobot, du coup, qui est développé par la team Asobi. Donc Asobi Studio Tokyo Heat, un petit peu dans l'héritage de Japan Studio, et qui est dirigé par Cocorico Nicolas Doucet, donc un Français, originaire du Gers, donc ami du Gers, si vous nous écoutez, on adore votre foie gras, vos magrets, tout ce qui est à base de canard. Ou d'oie, hein, l'oie aussi. La volaille, de toute façon, c'est la vie. Moi, je mange des kilos de poulet. Moi aussi, j'adore. Et donc voilà, Cocorico, Nicolas Doucet nous a, en plus de nous livrer du foie gras grâce au Gers, il nous a fait livrer Astrobot, donc studio qu'il dirige, sachant que c'est un vétéran du jeu vidéo quand même. Nicolas Doucet, il a travaillé chez Eidos, Electronic Arts, Lego aussi. Et ça, j'ai trouvé que c'était rigolo qu'il ait travaillé chez Lego. Je sais pas vraiment ce qu'il faisait précisément, mais je trouve que Astrobot véhicule un petit peu cette image de Lego. Il y a un petit côté Lego. Ouais, c'est vrai. Dans le côté collectionnite. Exactement, le côté collectionnite, le côté grand public, le côté mignon, etc. Et il a officié chez Sony. Il avait fait Laytoy, enfin il avait travaillé, sur Laytoy. Je ne sais pas si tu te souviens de ce petit périphérique. Je me souviens, cette petite caméra. J'ai très peu connu, moi c'est vraiment pas ma cam, les trucs de Kinect ou de caméra, j'en ai absolument... rien à secouer d'habitude. Mais en tout cas, il a dit une phrase lors d'une interview que j'ai lue sur Internet qui était intéressante. Il dit « J'ai toujours baigné dans le jeu joué super accessible où les gens se marrent. » Il a dit ça lors d'une interview, franchement je devrais la citer mais je sais plus où j'ai lu ça. Mais en fait, cette phrase, elle résume très bien Astrobot. C'est pour ça que je la mets en introduction. Le jeu joué accessible à tous où on se marre. En fait, voilà, j'ai presque résumé ma chronique en une phrase de Nicolas Doucet. D'ailleurs, Astrobot, c'est le 3e Astro, parce qu'il y avait Astrobot Rescue Mission que j'avais pas fait et l'Astrobot Playroom que tu as fait récemment, que j'avais adoré aussi, le jeu un petit peu musée. Que vous avez dans votre PS5 si vous avez acheté la PS5. Et donc on va voir aujourd'hui, lors de cette chronique pas très longue, si Astrobot a mérité son succès, si je trouve que c'est légitime, si c'est un potentiel GOTY aussi, j'ai vu ça tourner, ça m'a fait un petit peu rire. Et enfin, est-ce que c'est la mascotte tant attendue de Sony, donc tout un programme pour notre petit robot. Donc voilà, je te propose, Kira, de chevaucher avec moi la DualSense et de s'envoler dans Astrobot. C'est parti. Donc Astrobot, si jamais vous vivez dans une petite grotte ou que vous n'avez rien à faire des réseaux sociaux, et vous auriez bien raison. Dans le Gers par exemple. Dans le Gers. Non, c'est très beau le Gers. Moi j'adore le Périgord et toute cette région, j'adore.
Mais bref, là il faut plutôt regarder dans les étoiles. Donc Astrobot est un petit robot tout mignon, blanc, bleu, couleur dominante. Et il circule, ce petit robot, il a quand même un peu la classe, il a le swag, il circule dans l'espace à bord de son vaisseau mère qui n'est autre qu'une PS5. Il a un beau déhanché. Ouais, il a un beau déhanché aussi. Il twerk le petit Astrobot. Et à bord de son vaisseau mère PlayStation 5, parce que c'est vrai que la PlayStation ressemble plus à un vaisseau mère qu'une console d'ailleurs, et lui il est content, il est bien, il est avec ses copains dans l'espace, sauf qu'il y a un terrible alien dont je sais même pas le nom, tout vert, tout méchant, qui casse son vaisseau mère, donc la PlayStation. Voilà, la PlayStation, ça lui va très bien. Cette PS5 vaisseau se crash. Donc il est bien embêté, toutes les parties de son vaisseau, donc il avait pas la Pro, c'est pour ça. GPU, je pense qu'il l'aurait battu sinon, ce petit alien avec la Pro. En tout cas, il aurait été plus rapide avec. Donc cette PS5, quand elle s'écrase, elle perd son GPU, elle perd son ventilo, enfin bref, tous les composants de la PS5 s'envolent en fumée, et il se retrouve du coup dans une galaxie, dans une voie lactée, enfin bref, où il y a plein de galaxies justement, et il doit récupérer les pièces de son vaisseau mère pour s'envoler et tartiner ce méchant alien qui a cassé son beau vaisseau. Donc voilà. Donc en gros, Kira, j'ai oublié le nom du petit alien vert parce que l'histoire n'a absolument aucun intérêt. Les persos n'ont aucun intérêt. C'est un prétexte à l'amusement, quoi. Ouais, exactement. Le propos est sans intérêt, mais je suis un mec un peu ambivalent, c'est exactement ce qu'il fallait dans ces jeux-là, comme tu l'as dit. On s'en fiche de l'histoire. Moi, j'ai jamais capté l'histoire de Mario à part qu'il fallait sauver une princesse. Et on est là-dedans. Là, il faut réparer son vaisseau. Ça me suffit. C'est un peu la philosophie des jeux de plateforme. On est dans leur âme, l'essence de ces jeux. C'est le gameplay et l'amusement avant tout. Donc, les situations qui sont cocasses, qui sont rigolotes, sont vraiment, comme tu l'as dit, un prétexte. Elles sont en plus les scènes cinématiques, il n'y en a pas vraiment, mais les petites scénettes, on va dire, elles sont le plus courtes, très courtes, le plus court possible d'ailleurs, pour laisser place à l'image d'un Mario, d'un Rayman. Astrobot porte très bien cette tradition. L'histoire, on s'en fiche, le gameplay avant tout. Et Astrobot est là pour nous livrer une expérience de jeu. Donc c'est plus là-dessus qu'on va parler, c'est autour de l'expérience de jeu. Un peu comme Astrobot Playroom, finalement, Kira. Oui, le même principe, ou leur ancienne saga Little Big Planet aussi. Qui était sorti avec Sackboy sur les précédentes générations de consoles. C'est vrai que le scénario c'était vraiment du prétexte, sauf que là c'est une ambiance très cartonnée en fait. Et je vois un peu ça, moi, Astro, comme vraiment la mise à jour 2.0 de Sackboy en fait. Et écoute, c'est intéressant, et on reviendra sur Sackboy. J'en parle un petit peu plus tard. Parce que j'aime beaucoup Sackboy. Et moi aussi. Je suis en train de me rechercher justement une petite poupée Sackboy à mettre dans mon bureau. Voilà, c'était la petite aparté. Écoute, quand tu fais du tricot le week-end, t'as qu'à je vais m'en faire un petit moi-même. Faudrait peut-être que je me mette au tricot, ça me coûterait moins cher. Alors, avec ton petit plaid et ton chat sur les genoux et tes pantoufles, parce que tu adores les charentaises. Je rigole, c'est un gros con mon chat, dès que j'ai sur les genoux, il veut se barrer. Non, les charentaises, ça c'est Papy Gamer, coucou. Bref, l'expérience de jeu, nous disions l'expérience de jeu. Parce que c'est là où Asobi, donc le studio qu'on aime tant, Nicolas Doucet, Cocorico, tout ça, le Gers, le foie gras, l'oie et le canard, donc ils ont fait le job. C'est un jeu à expérience, on a des sensations quand on joue, et c'est finalement... alors, je voulais pas le dire si tôt dans la chronique, mais bon, tant pis. C'est le jeu le plus Nintendo qui existe de la PlayStation, parce que quand j'avais fait la chronique de Super Mario Wonders, je l'avais axé sur le fait que Nintendo, leur ADN, c'est le divertissement. Et là, on a un jeu qui finalement s'incruste un petit peu dans cette tradition Nintendo-esque, si je puis dire. Ça veut rien dire, mais on s'en fiche, vous m'aurez compris. Parce que on a qu'est-ce qui fait que Astro est si porté sur l'amusement. Déjà, ce que j'aime énormément, c'est qu'on a des niveaux assez courts, donc de 5 à 20 minutes. Donc c'est des niveaux assez resserrés, qui ont à chaque fois un univers différent, qui sont très colorés, très chatoyants, qui donnent l'occasion à chaque fois de petites situations cocasses, on le voit danser, il lui arrive des péripéties. En gros, en termes d'ambiance, c'est ultra chill, c'est très agréable, une musique entraînante. Donc tu vois, Kira, tout de suite, j'ai l'impression de jouer à un jeu parc d'attractions, un peu comme je disais, tu vois, comme je l'avais noté dans mes notes, c'est
c'est le jeu voilà qui va tout de suite distiller de la bonne humeur, de l'entrain, de l'envie, et ça c'est extrêmement rafraîchissant. Et je peux faire le parallèle avec Rayman Origins que j'adore, qui me donne un peu cette sensation là. On est complètement dans ce mood, et ça c'est très très sympa. Surtout que c'est ce qui manque à la PlayStation ou même à la Xbox, c'est ce genre de jeu vraiment focus sur le fun et sur le gameplay. On a dans les AAA actuels ou dans les jeux du studio, c'est toujours des jeux avec de la grosse narration, de l'histoire qui se prennent au sérieux, voilà, très cinématographique et tout. Moi c'est ma cam, y a pas de souci. Mais au final, si Nintendo cartonne autant, c'est parce qu'ils proposent justement ce genre de concept. Et là, je joue à Zelda, donc je fais une petite aparté sur Zelda vite fait, mais c'est exactement ça en fait. L'histoire, c'est vraiment un gros prétexte. Par contre, c'est fun, c'est plein d'idées de gameplay, tu peux faire des sessions de 10 minutes, 1 heure si t'as envie, comme tu veux, tu le picores ton jeu, et au final, t'as pris du plaisir, et c'est ça le plus important, et je suis content que Sony, ouvre enfin, on va dire, ouvre vraiment de façon aussi fulgurante cette voie. C'est un bon parti pris, surtout que ça renvoie sur le devant de la scène les plus petites productions. Je pense qu'ils sont une 50aine, une 60aine dans le studio Asobi. Donc avec le succès colossal qu'ils ont, ça remet les moyennes productions sur le devant de la scène. Et je pense que ça fait du bien d'avoir des jeux avec un peu plus de légèreté. Et même dans le gameplay, on est sur une simplicité enfantine. On se déplace, on tape, on saute. On a un double saut qui est rigolo, qui fait des petits rayons, des petits réacteurs en fait qui blessent les ennemis, un peu à la Mario Sunshine avec notre jetpack que l'on avait. Donc ça, très sympa. C'est complètement ça d'ailleurs. et donc très amusant, très simple, très facile d'accès, et en plus le jeu va nous ajouter des spécificités dans certains niveaux. On aura souvent, c'est un sac à dos en fait qui nous permet d'avoir un chien à réaction pour avoir un dash plus puissant. On a une hache de glace aussi qui est très sympa, donc coucou, une grosse licence de PlayStation où je vois pas du tout de quoi tu parles. Je ne spoilerai pas, tout à fait. Un gant grenouille aussi, donc à chaque main tu peux avoir des petites grenouilles, et cette spécificité, ce petit sac à dos, tu le joues avec les gâchettes adaptatives, donc en plus évidemment ça utilise en plein les fonctionnalités de la DualSense, donc ça c'est comme Astro Playroom. C'est une démo technique de PlayStation, mais ça j'y reviendrai tout de suite après. Et enfin, dans ces petits niveaux, quand on finit une galaxie, il y a 5 galaxies plus une secrète. Quand on finit une galaxie, on a un boss, et les boss, je les adore parce qu'ils sont ultra régressifs, même dans ce qu'on a l'habitude de jouer aujourd'hui, parce que c'est des boss à 3 cycles où il faut les toucher 3 fois. On a 3 vies, enfin tu sais, vraiment le standard du jeu de plateforme, sauf que les patterns sont très bien faits, les boss sont très drôles, c'est efficace, enfin on s'amuse vraiment. C'est simple, je me suis amusé du début à la fin, j'ai pas eu une once de lassitude sur les 15 heures de jeu que j'ai fait, je l'ai platiné en 17, 18. Donc c'est ramassé, c'est court, c'est plaisant, c'est très bien fait. Donc c'est là où je disais qu'il distille une expérience de jeu, c'est que c'est un jeu qui est orienté vers le joueur, pas vers son propos, pas vers lui-même, c'est pas un jeu auto-centré, c'est un jeu vraiment qui est là pour transmettre du plaisir et du fun. C'est exactement ce que j'ai pensé en jouant justement à Astro Playroom, tu vois, que j'ai beaucoup apprécié. C'est que c'était vraiment quelque chose pour le joueur qui était fun, et putain, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est le premier gros axe du jeu, et le second, il est évident, c'est l'ADN PlayStation. Donc c'est la particularité d'Astrobot, c'est que c'est une véritable vitrine de PlayStation, une publicité qui dure 15 heures, mais qui est excellente, une très très bonne publicité. On trouve moult occasions de mettre en avant le hardware de la PlayStation, puisqu'il faut reconstruire une PlayStation. Notre petit vaisseau, c'est une DualSense. On a le casque VR, on a même les PS Move, donc je me suis rappelé que ces choses avaient existé aussi. Enfin, c'est rigolo, quoi, de se replonger dans ces petits moments un peu nostalgiques. Et surtout, on a des bots à sauver, donc c'est des petits robots qui ressemblent à Astro. Rien à voir avec les chaussures, quoi. Pas ce genre de bots. C'est vraiment des petits robots comme nous. Il y en a 300 à récupérer dans les galaxies. Sauf qu'elles représentent des figures emblématiques de l'ère PlayStation. Il n'y a pas que des exclusivités, il y a Nathan Drake, etc. Mais il n'y a pas que ça. On retrouve aussi les mascottes de Xbox, donc Crash par exemple, Spyro, qui sont devenus de la marque Xbox. On a Léon Éclair de Resident Evil. On a Solid Snake, mon cher Kira, ou t'as même Psycho Mantis. Amaterasu pour les fans de Camille. Enfin, il y en a plein, je les cite pas trop, il y en a 3. Enfin, il y en a pas 300, il y a 300 bots à récupérer, mais il y en a un peu plus de 150 qui ont un skin de jeu vidéo. Et en fait,
quand tu les trouves, ils rejoignent un hub central qui est une petite planète et tu peux les retrouver et en leur tapant dessus, ils jouent quelque chose en lien avec le jeu vidéo en question. Donc t'as Claire par exemple, Claire ou plus non, c'est plutôt Jill de Resident Evil, tu vois, qui va essayer d'ouvrir une porte et derrière t'as les chiens qui vont... Ça s'écarte un peu de l'univers Sony. Ouais, ça s'écarte complètement de l'univers Sony. On est plutôt, c'est vrai, sur l'ère PlayStation. Donc c'est ça qui est très drôle. T'as plein de références. T'as un petit bot qui est caché dans un carton et tu vois qui rampe dans son carton. Évidemment, référence à Big Boss, ouais. Et donc, une fois qu'ils sont sur cette planète, ces bots, tu tapes dessus et je te dis, tu déclenches des petites scénettes en lien avec leurs jeux vidéo. Donc, pour les fans de jeux vidéo comme nous, c'est vraiment du caviar. Donc, c'est ça, le musée de Playroom a été remplacé par ce hub. Et en plus, tu as des interactions avec les bots, un peu comme dans Pikmin. Par exemple, si tu as un ravin, il te faut 50 bots pour qu'ils créent un pont et qu'ils te fassent passer. Donc, tu peux, des petites interactions comme ça qui sont vraiment très intéressantes dans ce hub central. Et le pompon sur la Garonne, ou je sais pas comment on dit. Ouais, voilà. On est très territoire aujourd'hui. On est vraiment très axé sur les territoires français. Il y a des niveaux. Le niveau de fin de chaque galaxie est un niveau en lien avec une licence PS Studio. Donc je vais pas vous les spoiler, mais vous allez carrément aller dans l'univers de ces très grosses licences PlayStation et le gameplay s'y adapte, on a les armes des héros, enfin c'est très très cool, c'est amusant, enfin voilà, c'est vraiment pour les fans de jeux vidéo, c'est du régal. Enfin, presque enfin, il reste 2 petits chapitres, mais on a fait le plus gros, de toute façon, voilà, c'est un jeu de plateforme, il n'y a pas 1 milliard de choses à dire. Est-ce que Astro Bot est le jeu de plateforme parfait ? Est-ce que c'est le GOTY ? Est-ce que c'est la nouvelle référence ? Et ça, moi, je dirais que non, malgré que j'ai adoré ce que j'ai fait. Mais par contre, Astro est certainement un des plus attachants ou un des plus, un qui surfe le plus sur notre amour de jeux vidéo. Mais je vais le confronter un petit peu à des références pour moi du genre. Donc Super Mario Wonders, tu sais que c'était mon top 2 de l'année dernière. Je l'ai aimé plus que tout, ce jeu. Et je le trouve supérieur en certains points, notamment les fleurs prodiges. C'est des fleurs, et je vous renvoie à ma chronique, qui bouleversent complètement le gameplay d'un niveau, qui te fait changer de scrolling, qui te fait changer de gameplay, de point de vue. Tout change quand tu prends une fleur prodige. Il avait la capacité, ce jeu Super Mario Wonders, de vraiment casser le game et te faire vivre une expérience tout à fait différente, là où Astro Bot reste sur quelque chose de plus classique. Et aussi Super Mario a un mode multijoueur, donc on peut jouer en 2, 3, 4 en local, et ça va renvoyer vers... Là je vais réhabiliter, c'est là que je vais parler de Sackboy, je vais réhabiliter une autre licence de PlayStation, donc Sackboy A Big Adventure, qui a jamais quitté ma console. Moi, quand je reçois du monde, mes petits neveux ou des personnes... J'y joue de temps en temps aussi. J'adore, des personnes qui sont non-joueurs. Moi, je sors ce jeu-là, Sackboy Big Adventure, parce que il est jouable à 2, parce qu'il est jouable en local, parce qu'il est tout aussi amusant, tout aussi simple en termes de gameplay, et en plus, on a aussi des skins. Moi, mon petit Sackboy, il ressemble à Lara Croft. Je lui ai mis le skin Lara Croft. Donc, en fait, Astro Bot, c'est un Sackboy, c'est un Sackboy amélioré, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un Sackboy qui a perdu des fonctionnalités, notamment la possibilité de jouer à plusieurs. Et moi, c'est ça qui me manque vraiment dans Astro, c'est que demain, je reçois du monde, comme je disais, je vais sortir quoi ? Je vais pas sortir Astro, je vais ressortir mon Sackboy. Donc, en ça, c'est un petit peu dommage. Et le dernier point, je vais citer la Rayman Origins, qui, moi, est un jeu de plateforme qui m'a complètement transporté, qui est un des meilleurs jeux de plateforme auxquels j'ai joué, qui, lui, a un univers incroyable, qui dépayse, un univers unique, un univers original, une bande-son incroyable. Enfin, la bande-son d'Astro est très bien, mais en termes d'univers, en fait, est-ce qu'Astro Bot n'est pas finalement qu'un simple hommage à PlayStation ? Est-ce qu'il a un univers à lui ? Est-ce que... tu vois, et je trouve que finalement, de ce côté hommage, il en revient à un petit défaut à Astro Bot, c'est qu'en termes d'identité, il vit pas par lui-même, quoi. Il restera toujours pour moi le jeu hommage et pas la création originale sortie de la tête d'un créatif uniquement comme un Rayman Origins ou un c'est sûr que Super Mario Wonder. Nintendo non plus, quoi. Voilà. Donc, mais attention, c'est juste pour temporiser un peu l'énorme hype autour d'Astro Bot. Moi, je l'adore. Le jeu fait tout extrêmement bien. C'est un bon élève qui a des bases très solides. C'est un peu le meilleur de tous ces mondes-là que j'ai cités. Donc vraiment top. C'est juste qu'il sera certainement pas mon GOTY, mais vraiment foncez sur ce jeu.
Après oui, c'est peut-être pas le meilleur jeu de plateforme comme ça de tous les temps, mais en attendant c'est une belle proposition pour 2024 et qui a toutes ses chances je pense au GOTY, et surtout ça évite aussi les sempiternelles suites en fait qui sont qui peuvent passer au travers, ou même certains DLC comme on pensait pour Cyberpunk, tu vois. Donc voilà, c'est surtout je pense dans ce sens-là où les gens en parlent en tout cas. Ouais. Oui, tout à fait. Après, Super Mario Wonder serait mon GOTY, mais Baldur's Gate est passé par là, donc il n'est pas mon GOTY. Mais tu vois, en termes de qualité, je préfère un Super Mario Wonders qu'un Astro Bot, ou le Super Mario Wonders en termes de créativité va quand même un cran plus loin, et le pas avoir de multi, moi c'est vraiment quelque chose, tu vois, qui me gêne un petit peu. C'est vrai que là du coup moi je pensais avec tous les skins des personnages que en fait c'est même pas j'y pensais pas du tout, même je pensais que c'était même de base en fait, que c'était logique, c'est le genre de jeu que tu veux faire à deux avec d'autres personnes pour rigoler, avec des petites mécaniques et tout. Et c'est vrai que moi tu vois, tu parlais que t'avais un skin Lara Croft, moi j'ai un skin Kratos sur mon Sackboy, et c'est vrai que j'aime bien aussi le sortir de temps en temps pour me faire quelques niveaux justement, et puis chacun a son skin différent, donc c'est ludique, et là pour le coup c'est vrai que c'est quelque chose qui me refroidit un peu, tu vois. C'est un petit manquement. Et autre petit bémol, mais vraiment tout petit, parce que le jeu, encore une fois, est extrêmement bon, hein, vraiment, je veux pas dénigrer outre mesure, ça manquait un tout petit peu de challenge pour moi. Il y a quelques niveaux un petit peu exigeants, en fait, il y a des niveaux qui sont sur le thème de croix, carré, rond, triangle, les boutons de la manette, et c'est les niveaux... de rappeur. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est les niveaux les plus durs du jeu, qui sont un petit peu tendus sans vraiment l'être. Moi, j'aurais aimé que ce soit encore un cran au-dessus, comme les niveaux les plus difficiles de Wonder, justement. Mais c'est pas grave. Et autre défaut qui a été corrigé par l'annonce du DLC, c'est qu'en late game, t'as plus grand chose à faire. Une fois que t'as tous tes bots et que t'as fini le jeu, voilà, comme il n'y a pas de multi, c'est dur c'est un peu dur à renouveler. Que là, ils vont sortir, tu l'as dit, un DLC gratuit, avec un speedrun, avec des nouveaux bots. Donc, de quoi prolonger l'expérience. Donc, un petit défaut qui finalement va être corrigé par le DLC gratuit, encore une fois. Donc, bravo la team Asobi. Et puis, pourquoi pas rajouter peut-être par la suite des mécaniques de coop aussi, hein. C'est l'avantage du jeu maintenant de 2024, c'est qu'ils peuvent l'implémenter au fur et à mesure en fonction des demandes des gens. Oui, et puis ils vont rajouter des petits bots. Là, il va y avoir un bot Stellar Blade, encore une fois, qui va arriver. Donc, évidemment, je vais aller le récupérer. Donc peut-être qu'à chaque grosse licence, comme ça, peut-être à Ghost of Yotei, il y aura un Astrobot. Enfin, tu vois, on peut imaginer qu'il fasse vivre le truc, et c'est à souhaiter. Et à la question, est-ce que ce sera une mascotte de Sony ? Moi, j'ai encore un peu de mal à m'attacher à un petit robot, j'avoue. Moi, je préfère un Spyro, un Crash qu'un robot. Et un Sackboy. Ouais, Sackboy, j'aimais beaucoup Sackboy, c'est vrai, et je le trouvais attachant. Il est toujours en train de tirer la langue et tout, il avait toujours des mimiques et tout, et c'est un personnage que j'appréciais beaucoup, mais qui n'a pas été apprécié plus que ça, malheureusement. Donc je dis que Astrobot, est-ce que c'est la mascotte de PlayStation ? C'est un peu tôt, peut-être quand il y aura le Astrobot kart, ou Astrobot tennis, ou Astrobot party game, enfin voilà, là ce sera peut-être une mascotte, mais en tout cas pour moi c'est un petit peu tôt. Mais néanmoins, en conclusion, Astrobot est un excellent titre, hyper rafraîchissant, qui fait du bien dans le paysage vidéoludique actuel. Il est drôle, amusant, bourré de bonnes idées, divertissant, comme l'est la marque de fabrique finalement de Nintendo, et il n'a pas à rougir quand même des noms que j'ai cités durant cette chronique. Et en plus, son côté hommage et musée, même si ça le rend un peu moins personnel, ça apporte quelque chose de super cool. Vous allez vous régaler à voir tous les easter eggs qui sont dans le jeu. Donc vraiment, je vous l'encourage. En plus, encore une fois, c'est un Français qui est à la tête de ce studio, un studio de passionnés, un petit studio. Donc il mérite votre argent, et vous allez vraiment vous amuser avec ce petit robot trop choupi. Et du coup, Kira, en plus, comme on a bien fait les choses dans cette émission, on va rester dans le thème du tout mignon, tout choupi, avec Beetlejuice, c'est ça, Kira, j'ai bon ? Alors, un peu moins mignon, un peu moins choupi, mais tout aussi, on va dire, c'est tout aussi nostalgique pour moi, en fait, car le premier film est un des films que j'ai le plus poncé en VHS à l'époque. J'en parlais d'ailleurs à un pote la dernière fois qui m'a dit « Tu m'as saoulé avec ce film étant gamin, parce qu'on regardait ça tout le temps. » Donc, c'est dire à quel point j'étais fan, et donc, forcément, hein, l'annonce d'un nouveau Beetlejuice, je suis allé le voir en avant-première, et puis là, c'est l'occasion d'en parler un petit peu. Eh ben écoute, c'est ta mission, tu vas réussir à faire un lien entre Astrobot et Beetlejuice dans ta chronique. C'est compliqué quand même. Ah mais c'est ton défi du jour. Mais tu nous as réservé une petite musique quand même, j'espère. Ah bien sûr, j'ai mis la musique qui commence le film comme le premier Beetlejuice. Musique qui a été réorchestrée, donc elle est différente, mais j'en parlerai dans ma chronique.
Allez, on y va. C'est parti. Le film original Beetlejuice est sorti en 1988 et a été réalisé par Tim Burton. Donc le scénario initial écrit par Michael McDowell était beaucoup plus horrifique à la base. Mais il a été modifié pour donner une orientation plus comique et davantage pour coller davantage à la patte de Burton suite à son succès de son tout premier film, Pee-wee Pig Adventure, qui est un film que je déteste, soit dit en passant. Parce que j'aime pas du tout le personnage principal qui est insupportable, mais ça c'est encore autre chose. Le film a été un succès commercial et critique, lançant définitivement la carrière de Tim Burton, celle de Michael Keaton, et révélant aussi Winona Ryder au grand public. Le film a un statut d'œuvre culte à l'heure actuelle, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, un des films que j'ai le plus regardé étant enfant, mais c'est un film qui ressort souvent dans le top 2, top 3 de Tim Burton, avec Édouard aux mains d'argent et Batman le défi en tout cas. Suite à la sortie du film, donc après ce fameux succès critique, une suite a été envisagée dès 1990 par Tim Burton lui-même, qui devait emmener Beetlejuice à Hawaï participer à un concours de surf. Cependant, ce n'est qu'en 2024 que Beetlejuice a vu le jour avec le retour de Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara dans leurs rôles respectifs. Ah, c'est toujours eux du coup ? C'est toujours eux, tout à fait. Pas mal. Mais est-ce que le film a tout d'une œuvre mercantile, surfant sur la nostalgie ? Est-ce que c'est le retour triomphant de Tim Burton après 15 ans de films au mieux passables, tantôt médiocres ? Bonne question. Le tournage du film a débuté l'été 2023 à Londres avec une préférence pour les effets pratiques, donc les effets avec des vraies marionnettes et du vrai maquillage. Le film est donc sorti le 11 septembre 2024, a été très bien accueilli par le respect de l'original tout en apportant des éléments nouveaux et rafraîchissants. Donc je vais vous faire le synopsis, mais je vais vous faire un synopsis très léger pour éviter justement les spoils. Donc 36 ans après les événements du premier film, Lisa Dietz, donc incarnée par Winona Ryder, maintenant animatrice d'un talk show surnaturel, doit à nouveau faire face à son pire cauchemar, Beetlejuice, lorsque sa fille ouvre accidentellement un portail vers l'après-vie. Le film marque un retour audacieux et rafraîchissant dans l'univers excentrique créé par Tim Burton en 88, contrairement à de nombreuses suites qui se contentent de recycler les éléments populaires de leurs prédécesseurs. Ce film parvient à se démarquer en évitant le piège du fanservice gratuit et en adoptant une tonalité très distincte. Donc c'est un changement de tonalité très bienvenu, car l'aspect le plus frappant de ce film est son changement, on va dire, de structure narrative, et surtout ce changement, cette mise en avant de Beetlejuice, car ce qu'il faut savoir c'est que dans le premier film, Beetlejuice est là peut-être 15 minutes alors que le film porte son nom. Là on le voit quand même beaucoup plus. C'est voilà, le premier film. Oui, c'est pour ça qu'il est si marquant, mais on le voit très très peu au final, c'est voulu. Ça l'iconise. Oui, ça l'iconise complètement. Cool. Et là, justement, le film s'oriente vers une direction plus proche du dessin animé des années 90, avec son côté, on va dire, son côté monde des morts, qui rappelle un petit peu l'administration qu'on avait vu dans ce premier film, mais là, qui part vraiment dans des délires complètement plus grand guignol, on va dire. Il y a un côté film à sketch, ça évite vraiment le copier-coller, qui agace sur beaucoup de séquelles tardives, comme les derniers Star Wars, par exemple. Tim Burton reste fidèle à son style unique, donc il réussit à équilibrer l'humour macabre avec une réflexion plus sérieuse sur la mort et l'au-delà. Donc c'est pour moi le gros point fort de Beetlejuice 2, c'est son développement considérable du monde des morts. Le film nous plonge dans des recoins inexplorés de l'au-delà, avec une richesse de détails visuels vraiment excellent. Vraiment, chaque mort que tu vas croiser ont tous un petit quelque chose qui fait que, parce qu'ils apparaissent dans le royaume des morts dans la façon dont ils sont morts. Donc, tu vois, si le mec, il se fait manger le haut de la tête par un requin, t'auras un mec qui lui manquera le haut de la tête, en fait. Ça, c'est cocasse, par contre. Ça, c'est très cocasse. Ça doit te faire des situations à mourir de rire.
Bah voilà, à un moment tu croises un mec qui a été mangé par des piranhas et du coup c'est marrant, c'est qu'il parle, il a des piranhas accrochés un peu partout à lui qui sont encore en train de le bouffer. J'avoue, c'est drôle. Ça fait travailler l'imagination et surtout ces fameux effets pratiques et les maquillages sont tout simplement époustouflants, donc ça rappelle les meilleures œuvres de Burton, donc ça c'était avant Alice au Pays des Merveilles et son partenariat avec Disney. Les créatures et les décors donc sont réalisés avec une certaine minutie et ça rend chaque scène visuellement folle en fait. Et ce choix de privilégier les effets pratiques plutôt que les effets spéciaux numériques ajoute non seulement une authenticité et surtout une texture qui renforce l'immersion et ça permet aussi d'éviter un contraste trop grand avec le film original. Donc on développe l'univers du film de façon, enfin du moins de l'après-vie de façon assez spectaculaire. Donc on a toujours la fameuse bureaucratie de l'au-delà, donc c'est un véritable cauchemar administratif. Les âmes doivent passer, imagine, par une série de procédures assez complexes pour régler leurs affaires post-mortem. Donc les bureaux sont remplis de fonctionnaires fantomatiques, complètement, qu'on n'en rien à foutre, ils sont d'une lenteur exaspérante. Souvent leur état de décomposition joue aussi sur cette fameuse lenteur. On va avoir également le système de police dans l'au-delà qui est tout aussi chaotique, où les agents sont souvent des âmes en peine, littéralement en peine, et leur efficacité laisse à désirer. Ils sont chargés de maintenir l'ordre parmi des fantômes, mais leur travail est souvent entravé par des règles absurdes, encore une fois, des procédures bureaucratiques complètement... Ça critique un peu la société, quoi. Mais complètement, en fait, le monde des âmes, c'est un mélange, en fait, entre l'étrange et le macabre. C'est peuplé de fantômes à personnalités variées. Donc les âmes doivent naviguer dans ce monde en respectant ces lois strictes. Imagine-toi vivre pour toujours dans le bureau de la CAF, ou de la Poste, ou même d'une autre administration française, à devoir subir des choses complètement débiles avec des queues pas possibles. Et ben c'est ça, le monde des morts de Beetlejuice. Je serais une âme en peine aussi, je crois. Ouais, moi aussi, franchement. Le retour de Michael Keaton dans le rôle de Beetlejuice est un véritable tour de force. Son interprétation à la fois fidèle à l'original et enrichie de nouvelles nuances, ce qui rend son personnage encore plus attachant. C'est comme si Michael Keaton avait tourné le film hier, en fait. Clairement, il est tellement possédé par le rôle que t'as l'impression qu'il a terminé le 1, il a attaqué le 2 direct. Il n'y a pas cette petite, tu sais, des fois quand les gens reviennent 20-30 ans après, où tu sens que c'est un peu différent. Rincé, quoi. Là, un petit peu de fatigue. Là, le fait que ce soit en plus un esprit avec, t'imagines, il a plus de 60 balais maintenant, et ben il est tellement, on va dire, il en fait des caisses dans tous les sens que t'as l'impression qu'il a retrouvé ses 20 ans, quoi. Ça, c'est assez fou. Derrière, on a Winona Ryder dans le rôle de Liza Ditz, donc qui revient, qui apporte une maturité, une profondeur émotionnelle à son personnage, et surtout, ça reflète les évolutions qu'elle a eues depuis le premier film. Son lien également avec Jenna Ortega, qui joue sa fille, est certes déjà vu et revu, mais ça apporte un plus bienvenu au casting. Ça apporte une énergie nouvelle et une dynamique intéressante à cette famille qui comprend la mère, la grand-mère et la fille en fait. Donc du coup, c'est déjà vu, mais c'est très parlant, ça reste universel. Et en parlant de la grand-mère, il y a Catherine O'Hara donc, qui est revenue, qui reprend son rôle emblématique de Delia Ditz. Elle est connue pour son interprétation mémorable dans le film original, elle est complètement perchée, elle hurle tout le temps, il y a une fameuse scène de danse et tout, et elle apporte à nouveau son talent comique et un charme assez unique, je trouve, à son personnage, tout en la faisant vieillir. Et ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est cool, parce que à l'époque, si je m'imaginais vieillir ce personnage, je l'aurais imaginé comme ça. Comme ça, ouais. Pas mal. Derrière ça, au niveau des nouveaux personnages, on va avoir William Dafoe. En fait, c'est l'acteur qui joue le bouffon dans les Spider-Man. Il incarne un détective Wolf Jackson. Tu vois, c'est un agent des forces de l'ordre de l'au-delà. Et en fait, son personnage avant, c'était une star de film d'action de série B, donc qui est mort suite à une grenade qui lui a pété à la gueule. Et du coup, ça influence son approche du travail comme s'il était dans un film d'action de série B en fait. Du coup, ça permet au personnage, enfin du moins à l'acteur, d'apporter une touche d'humour noir, mais surtout, il en fait des caisses également. C'est complètement loufoque, il cabotine comme si sa vie en dépendait, et rien que son maquillage est juste génial. Il y a un acteur qui n'est pas là, par contre, c'est Charles Dietz qui jouait le père de Lydia. En fait, l'acteur Jeffrey Jones, qui l'incarnait dans les films originaux, n'a pas été invité à reprendre son rôle en raison des déboires judiciaires très très glauques. Et du coup, c'est le point de départ de ce film en fait. Donc pour intégrer cette absence de manière créative et humoristique, les scénaristes ont choisi de le faire mourir dès le début du film en fait. Et ils ont réalisé une scène en stop motion, par exemple, pour justement justifier cette mort, pour expliquer ce qui s'est passé. Donc ça te permet de voir l'acteur sans voir l'acteur,
Ouais. Et comme il est censé se retrouver au monde des morts et que c'est lui qui s'est fait bouffer la tête par un requin, bah du coup tu le vois sans le voir en fait. Ouais, tu vois une tête de requin qui mange sa tête, non? Un truc comme ça, j'imagine. Ouais, au début tu vois un requin qui le bouffe quand il s'est coupé, voilà. Et après quand il est dans le monde des morts, en fait il lui manque tout le haut du corps. Ouais, et du coup quand il parle, t'as une espèce de grosse veine qui balance du sang et il parle comme s'il parlait dans l'eau. Tu sais, ça fait comme ça, tu vois. Donc du coup en fait c'est super drôle et la mort de ce personnage permet du coup de réunir les personnages principaux autour de leur deuil tout en ajoutant une touche de comédie noire si typique à l'univers de Tim Burton, tu vois. À côté de ça, le film se contente pas de divertir. Il offre également une critique sociale assez subtile, mais quand même assez percutante. Le film aborde des thèmes tels que la célébrité, la superficialité, la quête de sens dans un monde de plus en plus matérialiste. C'est vrai que maintenant, on a des gens qui sont obsédés par tout ce qui est matériel, argent ou quoi. Et là, ils essayent justement de montrer qu'un jeune, maintenant, est-ce qu'il a sa place dans ce monde-là. Des thèmes sont intégrés de manière fluide dans l'intrigue sans jamais paraître forcé ou didactique, et ils ajoutent une couche de réflexion quand même qui enrichit l'expérience globale. Bien que cette suite se distingue par sa propre identité, il rend également hommage à l'original de manière respectueuse, donc les clins d'œil et les références sont malgré tout présentes, mais elles sont utilisées avec parcimonie et intelligence, donc ce qui évite de tomber dans le fanservice gratos. Encore une fois, coucou Star Wars et Jurassic World. Donc c'est des éléments nostalgiques qui sont intégrés, mais c'est juste de petits clins d'œil subtils, mais souvent qui sont nécessaires au récit, tu vois. C'est pas là pour être là, quoi. C'est pas forcé, quoi. Voilà. La musique que j'ai trouvée, pour le coup, moins bonne que dans le premier, donc vous l'avez entendu, le générique a été réorchestré, je le trouve moins percutant, en fait, il a un côté plus cirque. Et toute la musique du film, en fait, bizarrement, elle m'a pas marqué. D'habitude, quand je sors d'un film de Tim Burton, surtout quand c'est Danny Elfman, j'ai encore des sonorités dans la tête et j'en écoute régulièrement. Là, c'est pas le cas, en fait. Donc voilà, c'est un des défauts pour moi du film. À côté de ça, il y a d'autres défauts, bien sûr. Sa scène finale est un peu longue, elle veut faire un clin d'œil au premier film, mais ça tombe à plat. Le rôle de Monica Bellucci aussi, donc certes, elle est très jolie, on sent que Tim Burton s'est fait plaisir à la filmer, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'était très prometteur sur le papier, mais totalement sous-exploité, elle n'a aucun impact sur l'intrigue principale, et même certaines péripéties secondaires avec d'autres personnages sont réalisées trop rapidement, comme si... ils se disent en fait on en a plus besoin, on a avancé dans le film, on bazarde quoi. Et c'est dommage. À côté de ça, on a aussi l'humour absurde de Burton qui fait très très années 80-90, qui peut gêner un certain type de public, et donc je comprends en tout cas les gens qui peuvent être réticents là-dessus. Pour finir, je vais conclure, Beetlejuice est une suite réussie qui parvient à se démarquer tout en respectant l'héritage de l'original. Avec son changement de tonalité, son développement riche du monde des morts, ses effets pratiques impressionnants et ses personnages hauts en couleur offrent une expérience cinématographique à la fois divertissante et rafraîchissante. Tim Burton démontre que son talent unique pour créer des mondes fantastiques qui résonnent profondément avec le public, dont moi, parce que ça a beaucoup résonné en moi en tout cas, ne s'est pas éteint en 2003 après son sublime Big Fish. C'est un film qui mérite d'être vu et d'être apprécié pour ses nombreuses qualités et qui prouve que les suites peuvent être bien plus que de simples copier-coller de leurs prédécesseurs. Donc c'est bien sûr un film que je recommande et qui cartonne au cinéma en ce moment. Bon, deux belles recos ciné entre le Comte de Monte-Cristo plus Beetlejuice dans un registre différent, mais qui font plaisir, quoi, j'ai l'impression. C'est ça, surtout que je serrais les fesses à l'idée d'aller voir ce film, vraiment. Et au final, pas déçu. Non, j'ai été conquis, j'ai envie d'y retourner une deuxième fois, et j'ai rematé le 1 juste derrière. Enfin, c'était très très cool. Et là, je cherche désespérément le dessin animé par des biais détournés, car il n'existe pas en DVD, et j'aimerais bien les revoir du coup. Écoute, merci beaucoup Kira d'avoir déterré Beetlejuice. Je pense que ça lui va bien en plus comme expression. Ça lui va très très bien. As-tu des big ups cette semaine, Kira ? Pas du tout, j'ai pas fait de recherche sur les big ups cette semaine. Ça, je crois que ça va être ton travail à toi, parce que t'aimes beaucoup faire des big ups. Ouais. Écoute, big up à Jarek qui se dit être parmi nos auditeurs les plus âgés, 51 ans, alors qu'il est dans la fleur de l'âge, il est encore jeune comme tout. Un grand amateur de jeux vidéo qui a 17 consoles chez lui, qui adore nos podcasts rétro, et il y en aura d'autres. D'ailleurs, ça arrive. Quand même. Donc ouais, un grand amateur de jeux vidéo. Merci pour son message adorable. 2 5 étoiles qui nous viennent de Amphibofi et de PointNet Gaming, donc tous les deux très gentils, qui nous complimentent sur la qualité de notre podcast. Enfin voilà, c'est des mots qui évidemment nous touchent.
Par contre, a priori, on fait un peu mal à votre portefeuille avec nos recommandations BD qui sont assez nombreuses, mais écoutez, voilà, on fait vivre l'économie aussi, hein, c'est ça, la taverne du gamer. Bénévolement. En plus. Alors si, j'ai un petit big up quand même à faire, j'ai des bêtises, à Christophe, mais je vais pas dire son nom de famille parce qu'il a pas de pseudonyme, qui dit « J'adore vos podcasts, vous êtes excellents. Merci à toi, ça fait plaisir. Bienvenue, installe-toi, tu peux boire ta petite bière ou ce que tu veux. On est prêt. » À consommer avec modération, bien évidemment. Et je te laisse le mot de la fin, mon cher Kira. Qu'est-ce qu'on doit faire du coup ? Dis-nous tout. Est-ce qu'on doit lire ? On doit regarder des films ou pas ? Alors en tout cas, ce fut un plaisir. Je pense que c'est une bonne émission. On verra ce que ça va donner au montage en tout cas. Alors oui, moi je vous souhaite une excellente semaine. Pendant cette semaine, allez voir Beetlejuice au cinéma, allez voir des films, lisez des livres, jouez à des jeux vidéo, les jeux que vous kiffez bien sûr. Voilà, personne ne vous juge. Allez lire des livres, bien sûr. Là d'ailleurs, il faut que je sorte à Cultura tout à l'heure pour aller en acheter 2. Et je vous dis ciao, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao.